Bonsoir à tout le monde. J'aimerais bien faire une présentation sympa comme l'étudiant avant moi, bien rigolo là. Mais j'arrive pas, même si je suis italien, c'est assez triste, mais je vais faire mon mieux. Et en tout cas, bonsoir à tout le monde. Merci pour l'invitation, Gilles et l'ONC. Et donc, je suis chargé de recherche à l'IRD. Et j'étude, ça fait une dizaine d'années que j'étude l'effet des changements climatiques, notamment l'acidification des océans sur les coraux. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, je me suis intéressé à un site qu'on a découvert à Bouraké, où il y a apparemment des super coraux, mais ça n'existe pas, les super coraux. Ce sont des coraux très résistants à des conditions environnementales important. Et donc, l'intérêt qu'on a à étudier ce site et ces coraux qui vivent dans ces conditions, c'est parce qu'ils sont poussés à l'extrême. Et cet extrême, on va un jour les retrouver, peut-être à la fin du siècle, dû au changement climatique. Donc, étudier aujourd'hui les réponses, ça veut dire comprendre les mécanismes qu'ils vont utiliser pour s'adapter, s'acclimater à ces conditions. Donc ici, c'est l'IRD, mais c'est un projet commun avec l'IFREMER, avec l'UNC, avec l'Aquarium des Lagons. Donc, c'est pas seulement l'IRD, ça c'est important à dire. Donc, tout d'abord, une petite rappel à qu'est-ce que sont les facteurs principaux du changement climatique. On va voir d'ici à la fin du siècle. C'est donc un réchauffement climatique qui peut provoquer un blanchissement des coraux, leur mortalité. Et on a entendu beaucoup parler de ça dans les dernières années, surtout en 2016, ici en Nouvelle-Calédonie. On a toujours pensé qu'en Nouvelle-Calédonie, on était un petit peu épargné par ce phénomène des blanchissements massifs des coraux. Eh bien non, en 2016 est arrivé. Et donc, c'est une chose importante à considérer pour l'avenir. Et l'acidification des océans, c'est le deuxième de ces facteurs. C'est un petit peu plus difficile à comprendre. Je ferai juste une diapo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et en gros, ça s'est traduit en une réduction des taux de calcification des organismes calcifiants, comme les coraux, comme les bénitiers, comme d'autres organismes. Mais pas seulement cela, il y a tout un tas de choses qu'on est en train de comprendre. Et le troisième facteur que je ne vais pas utiliser à vous expliquer aujourd'hui, c'est la désoxygénation des océans due à l'augmentation de la température des premières couches d'eau, et donc l'oxygène devient pauvre dans les premières 10, 20, 30 mètres, ça dépend l'endroit. Mais pour ça, on sait que ça va changer, mais on sait encore rien. On n'a jamais testé l'effet, donc on est encore très naïf sur ce point. Donc, réchauffement climatique, quelles sont les conséquences principales du changement climatique? Donc, réchauffement climatique, vous voyez à gauche, il y a un coraux en bonne santé avec des petites algues unicellulaires dans leur tissu qui vivent en symbiose, tissu, désolé pour la U, et qui vivent en symbiose en millions dans les coraux et sont très importants parce que c'est la nourriture pour les coraux en faisant la photosynthèse et donc en produisant des sucres pour les coraux. S'il y a un stress thermique, mais aussi d'autres types de stress comme la lumière, surtout thermique, cette corail est stressé, il décide d'expeller, de mettre en dehors de ce tissu ces zooxanthelles, ces algues unicellulaires, parce que c'est un stress pour les corails. Donc, ils restent comme ça, blanchissent, et il peut reprendre les zooxanthelles si le stress thermique s'arrête. Sinon, si c'est un stress thermique très prolongé, il devient une pierre, en gros, parce qu'il meurt, il perd les tissus, et il y a une perte totalement de la surface des coraux. Donc, pour ce qui concerne l'acidification des océans, c'est une augmentation de CO2 dans l'atmosphère. L'atmosphère, la CO2 vient absorbée par l'océan, c'est normal. Et cette absorption de CO2 va changer toute la chimie des carbonates de l'eau et dans une direction, ça veut dire une réduction des pH et une réduction aussi des carbonates qui sont très importants
pour la calcification des coraux. Et pour résumer dans une façon très simple, pardonnez-moi, et si dans une condition normale, il y a un corail grain qu'il prend les carbonates pour déposer sa structure squelettique, dans une condition d'acidification, il y a moins de carbonates et les corails calcifient beaucoup moins. Et en plus, deviennent plus fragiles parce que son squelette est plus fragile, et parce qu'il y a de la dissolution due à l'acidification, due à la réduction du pH de l'eau. Vraiment très, très bref, très simpliste. Donc, les prévisions pour la fin du siècle sont assez dramatiques parce qu'on peut passer dans une condition d'aujourd'hui, donc une récif très riche, diverse, avec beaucoup de poissons, et avec une augmentation des températures et une réduction des pH, donc une augmentation des CO2, on a un changement total du récif et vers une destruction, vers une récif pauvre, sans poissons et sans organismes calcifiants, donc une très mauvaise surprise pour l'avenir. Et ça, en gros, c'est le consensus des scientifiques. Et disons qu'on étude ce phénomène, ça fait 10 années qu'on étudie ça, et il y a eu d'abord cette message très dramatique, et petit à petit on revient en disant ouais bon peut-être c'était pas si dramatique, mais en tout cas c'est un phénomène à prendre beaucoup en compte. Et comment on peut étudier l'effet de l'acidification, du réchauffement, des désoxygénations aujourd'hui? On peut les faire seulement en aquarium parce qu'on peut dire, ok, je prends mon corail, je les mets dans des aquariums. Par exemple, en Australie, on a des mésocosmes très importants, donc c'est vraiment très, très important ce type d'approche. Et c'est très utile pour comprendre les mécanismes de réponse à l'acidification des océans, réchauffement, etc. Mais par contre, c'est très artificiel. La réponse des organismes peut dépendre selon la condition d'incubation, et c'est impossible d'apprécier les phénomènes d'adaptation des espèces. On commence à dire peut-être les coraux pourront s'adapter, d'abord s'acclimater, changer leur phénotype, leur physiologie et peut-être s'adapter. Même si les changements climatiques, c'est quelque chose de très brusque, très très vite. Donc, est-ce que les coraux, par exemple, réussiront à s'adapter? C'est la grande question pour l'avenir. Et si on fait des études seulement en aquarium, c'est vraiment difficile à répondre, presque impossible. Donc, il y a à l'aide des sites naturels comme des résurgences de CO2 volcaniques, donc des endroits volcaniques où il y a des champagnes, des gaz carboniques qui sortent du fond du lagon à faible profondeur. Moi, j'ai inventé ce type de science en Italie en 2008 et j'ai étudié la même chose en Papouasie avec un projet qui s'appelle Carioca. Et ici, on peut étudier d'abord seulement l'effet de l'acidification de l'océan, pas la température, donc c'est déjà une grosse limite. Mais les coraux qui sont là, peut-être sont vraiment acclimatés, peut-être adaptés à ces conditions de faible pH, donc d'acidification. Mais bon, il y a aussi dans ce site des choses négatives, style l'endroit est très petit, l'émission est un petit peu variable, ça dépend de la courant, etc. Mais en tout cas, les résultats qu'on a sortis de ce type d'études sont très importants et sont vraiment considérés pour faire des projections, des prédictions des futurs des coraux à l'avenir. Et maintenant, on a un nouveau site qu'on a découvert ici en 2016 à Bouraké, en Nouvelle-Calédonie. C'est unique. Juste aujourd'hui, c'est unique dans sa complexité et sa richesse des coraux. Et vous voyez ici, c'est l'entrée du système. C'est un système à mangrove. Et l'eau, il rentre dedans avec la marée. Il reste emprisonné à l'intérieur du système et ressort à marée basse. Donc, c'est un système de marée. Et pendant tout ce circuit, vous verrez, les premières données qu'on a prises, ça change complètement la chimie
des carbonates de l'eau. L'eau devient vraiment acide, beaucoup plus de ce qu'on attend à fin du siècle. Donc moi, quand je suis allé, j'ai fait les premières mesures de pH, je dis, il n'y a rien dans l'eau, c'est impossible qu'il y ait des coraux. Eh bien, il y a beaucoup de coraux. On l'a fait en 2016, la température de l'eau était beaucoup plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur et l'oxygène est la moitié de l'extérieur. Donc en 2016, on a fait la première mission avec l'Université de technologie de Sydney et l'objectif était de caractériser les paramètres environnementaux de l'eau et essayer de comprendre la réponse physiologique de 4 espèces, et bon, les bactéries, symbiodinium, etc. On a fait un papier sur ça. Et dans ce papier, il y a l'explication de ce que je viens de vous dire. Donc, ici, c'est le site contrôle où on a la ligne noire, les pH, que c'est assez stable autour de 8,1, c'est les valeurs normales, la température, etc., l'oxygène. Donc ça, c'est les valeurs du site contrôle, pH normal, 8,05, si on considère seulement le pH. À l'intérieur du système, avec la marée, les pH changent tous les jours pour arriver de 7,9, les maximums, donc jamais normal, à 7,3. Tous les jours changent comme ça. La température est plus élevée, l'oxygène est plus faible. Donc, c'est un endroit vraiment très intéressant. Et c'est toujours comme ça, toujours. En 2017, on a continué à faire des missions. Je suis allé une semaine en face de ce site avec la LIS, la bateau de l'IRD, avec une équipe de 6 personnes pour essayer de mieux comprendre comment cet système fonctionne. Donc, on a fait des mesures de bathymétrie, des courants, on a mesuré des cycles de chimie de l'eau, mais il faut encore beaucoup faire pour ça. Et essayer de déterminer les métabolismes des coraux in situ avec des chambres benthiques directement dans l'eau et aussi, surtout, essayer de comprendre quelle espèce de coraux éponges et algues sont vivants dans des conditions si extrêmes. Donc, je fais vite. Là, on a les instruments qu'on a utilisés pendant cette mission. Et ici, c'est nouveau, tous les jours. Ça, c'est sur 5 jours, 6 jours, toujours comme ça. Donc, je suis sûr que les organismes qui vivent là-dedans sont vraiment poussés à l'extrême parce qu'ils vivent dans des conditions de dissolution, pure dissolution, selon ce que j'ai étudié, selon ce que j'ai découvert, moi et mes collègues, en faisant surtout des manips en aquarium. Donc, il y a quelque chose ici, il y a un mécanisme qu'on doit comprendre, un mécanisme qu'on ne peut pas comprendre en travaillant seulement en laboratoire. Donc, ici, il y a une simulation que mon collègue a fait. J'espère qu'il marche. S'il ne marche pas, tant pis. Oui, ça marche. OK, donc là, c'est la courant qui sort, la courant qui rentre. Et la courant, c'est assez fort dans les endroits plus serrés. Et donc, ça pourrait être un facteur important que moi, je dois prendre en considération pour étudier la diversité des coraux qui vivent dans ces conditions. Et les modèles est la base pour faire une estimation de tous les paramètres qu'on va étudier à partir de la chimie de l'eau, des nutriments et même la présence des espèces. Donc ça, c'est un travail important qu'on doit finaliser encore et complètement. Donc, en 2018, un étudiant a pris le relais et s'est intéressé à voir la caractérisation spatiale des 3 taxa que j'ai pris en considération et la détermination du métabolisme des éponges parce qu'on a trouvé dans ce site une espèce d'éponge qui recouvre totalement toute la surface de plusieurs endroits et on n'a jamais vu ça, j'ai jamais trouvé ça dans toute la littérature des éponges. Donc, super intéressant, on va voir s'il y a un effet microbe à loupe, etc., etc. La diversité génétique, il y a plein de choses à faire. Il y a une carrière à passer sur ce site. Là, c'est les transects qu'on a
effectué avec l'étudiant que je viens de vous mentionner. Et grosso modo, les premiers résultats, on peut dire que ici, à l'entrée, où il y a moins de courant, il y a plus de sédiments, il y a des coraux mous. Et après, il y a des coraux branchus, certains coraux massifs. Et surtout là, il y a des coraux branchus, j'espère que de dire bien, des acroporas, où il y a moins de courant. Et donc, il y a toutes des choses qu'on doit considérer pour vraiment comprendre si leur distribution dépend du pH ou dépend d'autres facteurs. Fine, très bien. Donc, et une autre mission, c'est mon doctorat, mon postdoc, il a fait ça sur la reproduction des coraux. Donc, l'idée est de prendre des coraux à bourraquer, prendre des coraux à l'extérieur, les faire reproduire, les soumettre à des conditions extrêmes prévues d'ici à la fin du siècle, et obtenir une nouvelle génération qui est vraiment adaptée, la retransplanter au site, et dans tout ce parcours, comprendre quels sont les changements métaboliques des planules, des coraux adultes, etc. On est en train de voir les résultats de cette... mais une chose que je voudrais vous montrer, c'est celle-là. Donc, si on prend une corail de l'extérieur, conditions normales, ligne blanche, et on va la mettre à pH faible, il va réduire sa calcification, sa croissance. Si on prend une corail de bourraquet, acclimatée, adaptée à faible pH, on mesure sa croissance, il est plus grand. Si on les remet dans des conditions normales, il augmente dans une façon meilleure que son cousin pris à l'extérieur. Et ça, à mon avis, c'est de l'adaptation locale. Bon, ça, j'en passe, on l'a fait ici avec des collègues de l'UNC, et là aussi, on avoue que les coraux normaux ont des squelettes plus faibles par rapport à les cousins des bourraquets. Donc, il y a plein des indications qui nous disent que cet site est magnifique. Il y a des espèces qui sont peut-être adaptées au changement climatique et c'est important de l'étudier pour vraiment comprendre quels sont les mécanismes qu'ils pourront utiliser à l'avenir pour répondre mieux au changement climatique. Désolé si j'étais un petit peu long. Merci beaucoup. Merci Ricardo. Donc si vous avez une question. Il y en a une. Du coup, les branchies qui sont à l'intérieur, c'est la flora ? Oui, c'est 15 espèces différentes de acroporas. Oui, 2 espèces. Mais il y a pratiquement la même diversité que dans n'importe quel récif frangeant ici en Nouvelle-Calédonie. Ouais. De toute façon, on aura le temps de. Allez-y, on aura le temps de discuter aussi, parce qu'après, il y a le débat conférence et c'est sur le réchauffement global, et donc, bien sûr, il y aura un lien. Je pose la question ou pas? Oui, Oui. Ricardo, je voulais savoir s'il y avait des équipes qui avaient pris le relais sur les aspects moléculaires, physiologiques, génétiques, pour comprendre justement ces coraux qui sont assez intéressants. Disons que les Australiens qui sont venus avec nous, ils ont pris des stations pour faire des analyses des microbes, donc voir dans quelques espèces les microbes et les symbiodiniums, donc les oxantelles à l'intérieur. Et on est là. On n'a rien fait de plus que ça. Et on commence peut-être maintenant. J'ai un doctorat qui sera sur cet topic dès l'année prochaine. Et donc, c'est à 360 degrés et les collaborations sont extra bienvenues. Merci.